On enchaîne maintenant avec Maître Sanviti qui va donc nous parler particulièrement de la lutte contre le narcotrafic et toutes ces criminalités corruption qui rongent le pays. Voilà, donc je vous demande d'applaudir Maître Sanviti. Et je vous laisse la parole. Vous me dites, bon, lorsqu'on sera interrompu, vous me direz si on garde le micro. Ce n'est pas trop fort, là, c'est correct? Bien. Oui, l'intérêt de ce type de manifestation, c'est effectivement, je complète ce que disait le commissaire Signolet, à savoir que ce qui est très important dans ce type de réunion, et là nous sommes tout à fait en phase, ce sont surtout les questions. À l'occasion des colloques qui sont organisés, que nous organisons sur ces sujets, il y a effectivement une phase de préparation, de présentation, et ensuite la seconde phase qui m'apparaît très très importante, c'est effectivement celle des questions. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a d'abord, ce qui est tout à fait normal, une méconnaissance de certains sujets, une approche personnelle, et là le commissaire Signolet l'indiquait à chaque fois, et là je le rejoins totalement, à savoir que notre histoire, elle est tributaire de notre passé culturel, religieux, historique et institutionnel. Là où nous nous rejoignons beaucoup avec le Signolet, et je ne le savais pas parce que je ne le connais pas depuis très longtemps, nous avons un parcours très parallèle, je dirais, participant au service de la justice. Et quelle que soit la préparation que nous puissions réaliser à l'occasion de ce type de manifestation, on s'aperçoit qu'en écoutant le précédent orateur, on est obligé plus ou moins d'improviser. Et notamment au travers des questions qui sont apparues dans la salle. J'écoutais tout à l'heure l'immunité parlementaire. Elle fait appel à quoi? Elle fait appel à l'égalité devant la loi. Laquelle égalité, vous le savez, n'existe pas. Il y a eu le problème, effectivement, la manifestation des Gilets jaunes. Je dirais la barbarie presque, puisque moi j'ai reçu à l'époque des manifestants, l'un d'eux avait été éborgné, et il y avait une disproportion entre les méthodes, la violence dite des forces de l'ordre, puisqu'il faut les appeler comme cela, à l'encontre, j'allais dire presque à l'égard d'honnêtes citoyens, de Gilets jaunes, qui avaient des revendications tout à fait légitimes. Et ce que nous connaissons, ce sur quoi je travaille pour ce qui me concerne depuis plus de 50 ans, sur la réforme des institutions. Alors, avant d'en arriver à évoquer les sujets qui sont susceptibles, qui viennent de vous intéresser, je reprendrai un peu le plan du commissaire Signolet, à savoir, premièrement, qu'effectivement, l'Alsace, il s'avère qu'en tant que Corse, le particularisme alsacien que vous connaissez mieux que moi, il existe également, vous le savez, un particularisme corse, n'est-ce pas? Votre histoire, l'histoire de l'Alsace, c'est pas à vous que je vais la raconter. L'histoire de la Corse, vous la connaissez aussi un petit peu, puisque elle est devenue française en 1769. Pour ce qui me concerne, j'ai des attaches alsaciennes liées à une vieille amie championne de France de natation, Muriel Schmitt, qui était alsacienne. J'ai une deuxième attache avec mon ami Laurent Hincker. Nous avons décerné jeudi soir, j'ai créé grâce à Laurent Hincker, où j'ai même été hébergé chez sa sœur, dans la vieille Alsace, à Strasbourg, dans le vieux Strasbourg. Laurent Hincker était alsacien. Il est décédé en mars 2024 d'un cancer. Et c'est grâce à Laurent que j'ai créé en 2010 le prix Giovanni Falcone.
Et nous l'avons décerné pour la première fois. Il était très proche, il avait des relations avec la mairie de Strasbourg. Nous l'avons décerné pour la première fois devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Par conséquent, en écoutant tout à l'heure le commissaire Signolet, c'est vrai que nous avons une relation à la fois affective et très proche avec l'Alsace. Et pourquoi? Parce que les institutions, moi je l'indique immédiatement, les travaux que nous menons et que je mène depuis très longtemps, n'est-ce pas, puisque j'évoquais l'Alsace et le régionalisme, le particularisme de certaines régions. En 1972, à la faculté de droit, j'ai rédigé un mémoire sur la régionalisation. C'est-à-dire que le mouvement autonomiste, qui est tout à fait d'actualité actuellement, vous le savez, en Corse, avec des relations avec le gouvernement, certains veulent avancer dans le domaine de l'autonomie. J'avais rédigé donc un mémoire sur la régionalisation. Et ensuite, et là je vais en arriver peu à peu au sujet qui vous intéresse, puisque on va dépasser le problème de la drogue, et je vais vous dire pourquoi. Puisque c'était le sujet que je devais évoquer, le narcotrafic. En 1980, j'ai rejoint un avocat parisien qui avait créé une association, Jean-Baptiste Biaggi, et ça rejoint tout à fait les questions qui ont été posées. Très tôt, j'ai considéré que la France ne pourrait pas et ne serait pas une démocratie dès l'instant où l'institution judiciaire n'aurait pas la place qu'elle devait avoir. Ça répond à la question qui a été posée pour ce qui concerne, d'une part, l'immunité des parlementaires, des hommes politiques, et d'autre part, l'égalité devant la loi, l'égalité de traitement devant la loi et le traitement qui a été infligé notamment aux Gilets jaunes, n'est-ce pas? Par conséquent, d'emblée, dès 1980, et depuis toujours, même encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, c'est là où vous pouvez nous aider d'ailleurs, parce que ce genre d'entreprises ces entreprises ne peuvent être menées que par les citoyens, soyons clairs. Et non seulement elles ne peuvent être menées que par les citoyens, mais, on l'évoquait tout à l'heure, des citoyens de toutes les générations, n'est-ce pas, de toutes les générations. C'est-à-dire que le travail sur la réforme de l'institution judiciaire suppose une prise de conscience que vous avez d'ores et déjà acquise à votre niveau, mais également une prise de conscience au niveau des plus jeunes générations. Donc, dès 1980, nous avons considéré, je ne suis pas le seul, nous avons considéré que l'institution judiciaire n'avait pas le statut qu'elle devait avoir, non seulement par rapport aux institutions et à sa place sur l'échiquier de la République française, puisque dans la Constitution de 1958, la justice est une autorité, ainsi que le rappelait le commissaire Signolet. Et le parallélisme de nos parcours, au commissaire et à moi-même, on s'aperçoit que, comme lui, je ne crois pas à l'homme providentiel. Je pense qu'effectivement, De Gaulle, la Constitution de 1958 était, on l'a indiqué, on en a parlé, un costume beaucoup trop grand pour un homme qui a vocation à être mortel, n'est-ce pas? Et d'où mon intérêt pour les institutions. L'intérêt des institutions, c'est qu'elles s'inscrivent dans la durée. Elles survivent à la vie d'un être humain qui peut varier, bien entendu, malheureusement, du fait de la maladie, des accidents, et de toute façon, quels que soient aujourd'hui les progrès de la médecine, il y a des limites à la vie humaine. Pour y avoir été confronté pour des raisons personnelles, effectivement, je suis allé à la crémation, à l'enterrement et à la cérémonie d'un de mes premiers patrons qui a été un des plus grands avocats français, très peu connu, mais qui a eu une très belle carrière et de très très grands clients. Louis Bousquet est décédé le 4 avril à 103 ans. Vous voyez, 103 ans. Et donc, lorsqu'on sortait de chez Bousquet, à l'époque, jeune avocat, c'était la meilleure carte de visite du barreau de Paris. Bien. Par conséquent, le parallélisme avec
avec le commissaire Signolet et la complémentarité de mon exposé, vous allez la comprendre tout de suite. Premièrement, nous ne croyons pas à l'homme providentiel. Deuxièmement, je pense que nous sommes beaucoup plus attachés, effectivement, aux institutions. Troisièmement, nous croyons beaucoup au peuple. C'est-à-dire que les réformes ne pourront venir que du peuple. J'évoquais tout à l'heure mes relations avec l'Alsace, et notamment avec Laurent Hincker. Et lorsque nous avons présenté le prix Falcon pour la première fois devant le Conseil de l'Europe, j'ai rencontré Madame Cutajar, qui est à Strasbourg, qui dirige, vous savez, une association qui travaille sur les institutions et sur la criminalité. Et elle m'a demandé un article. Et je rebondis également sur les observations du commissaire Signolet. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il évoque l'effondrement du système judiciaire, dont fait partie la police, et dont font partie également les avocats, avec le terme qui est plus ou moins galvaudé d'auxiliaire de justice, que l'on peut plus ou moins contester, il y a un mot, et c'était le titre de l'article que j'avais écrit et adressé à Mme Cutajar, qu'il avait publié dans sa revue, je crois, de mémoire, je ne sais plus, je crois que ça s'appelle le Grasco, de mémoire. C'est le terme de dévoiement. Ce qui menace en fait toute institution, du fait de la nature humaine, et tout à l'heure le commissaire Signolet évoquait à chaque fois la généalogie, et j'ai évoqué l'autre soir, on a décerné le prix de Jeremy Falcon jeudi soir, un colonel de la gendarmerie spécialisé dans la criminalité maritime. Il évoquait le nombre de containers qui circulent dans les ports d'Anvers, à Marseille, au Havre, et le contrôle de ces containers. Allez, il disait, ça équivaudrait, les containers, allez, 150 km on devrait mettre sur un train 150 km. Et il disait, ben, le contrôle, il porte de Paris à la banlieue parisienne. Vous voyez ? Bien. Donc des tonnes de cocaïne qui arrivent par container, qui sont peu ou prou contrôlées, manque de volonté, menaces de mort. Par conséquent, la menace qui pèse sur toute institution, la meilleure des institutions ne vaut que par la qualité des hommes. Et là encore, je sais gré au commissaire Signolet d'avoir rappelé tout simplement, Montaigne disait « Instruire, c'est apprendre à juger ». Vous savez que malheureusement, dans vos enfants, vos petits-enfants, malheureusement, pour certains, pas tous, fort heureusement d'ailleurs, ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus lire. Ils vont sur une tablette, sur un ordinateur, ils ont d'emblée plus ou moins la réponse et ils ont perdu tout esprit d'analyse, de réflexion, premièrement. Par conséquent, c'est ce réapprentissage par lequel il va falloir passer. Pour ceux qui, comme nous, travaillons, je le disais tout à l'heure, 1980, je travaille depuis 1980 pour instaurer le pouvoir judiciaire. Montesquieu, les trois pouvoirs, ça n'existe pas, puisque la justice étant une autorité, je peux l'évoquer très rapidement, le garde des Sceaux, n'est-ce pas, a, qu'on le veuille peu ou prou, sous ses ordres, le parquet, les procureurs, et quant au magistrat du siège, je ne veux pas entrer, puisque je suis détaché depuis toujours de toute sensibilité politique gauche-droite. Hein, elle ne m'intéresse absolument pas. Par conséquent, les magistrats du siège sont soumis à trois choses. Premièrement, une certaine politisation, ce qu'a dénoncé le commissaire Signolet pour la police, le syndicalisme, le plus connu étant le syndicat de la magistrature, des réseaux, et ce qui m'a tout de suite intéressé au niveau, compte tenu de ma famille, de mon éducation, de la Corse, de mon passage de la Corse à Paris, l'assassinat, la menace physique. C'est-à-dire que d'emblée, pour certains d'entre nous, quel que soit le parcours politique, institutionnel, dans la police, dans la justice,
dès l'instant où vous touchez au pouvoir, vous êtes placé devant l'alternative suivante. C'est pourquoi on a décerné, nous, le prix Giovanni Falcone à des magistrats depuis des années, depuis 15 ans, et notamment à une franco-colombienne qui a écrit une thèse, L'ordre juridique mafieux. En Colombie, les cartels, Medellín ou Cali, allez voir les juges. Monsieur le juge, nous savons vos enfants, ou vos petits-enfants, vont à l'école. Moi, la question que j'ai posée l'autre soir, d'ailleurs, dans l'occasion du prix Falcone, je disais, que faites-vous par rapport à ce type de menace? Et par conséquent, j'ai entendu un ministre de la Justice qui s'appelle, je crois, M. Darmanin, le dire récemment, on menace les juges, on place des juges sous protection, et je crois qu'il a même repris la formule de Diana Villegas, Monsieur le juge, on sait où vos enfants vont à l'école. Et à l'époque, effectivement, dans cette thèse qui a été primée d'ailleurs par l'Institut, Diana Villegas, dans l'ordre juridique mafieux, et il y a un article d'ailleurs que je diffusais à mes étudiants, j'ai traité ces sujets pendant 8-9 ans à l'Institut de criminologie, on donne le choix en quelque sorte, que ce soit aux policiers, que ce soit aux dockers, que ce soit aux magistrats, de l'or, vous choisissez. De l'or ou du plomb. Choisissez. Donc la réflexion que nous devons mener tous ensemble, parce qu'effectivement, nous sommes tous de chair et de sang, et je le disais hier avec le développement de tout ce qui est virtuel, n'est-ce pas, on va y arriver avec le narcotrafic, eh bien, petit à petit, les paradis artificiels, moi j'aime beaucoup Baudelaire, les poèmes de Baudelaire, et on avait effectivement une approche de la drogue qui était une approche artistique, je dirais. L'histoire de la drogue, je ne vais pas vous embêter avec cela, elle remonte à des millénaires. C'est-à-dire que les plantes médicinales permettaient de soigner la douleur. Vous savez que la morphine, l'opium, on en fait de la morphine. La morphine, malheureusement, et là on l'a évoqué tout à l'heure avec l'un d'entre vous, on l'administre à des personnes en fin de vie pour éviter qu'elles souffrent, n'est-ce pas? Et c'est un palliatif à la douleur. Mais c'est également l'héroïne. Et la morphine qui atténue la douleur, apaise la souffrance, est également un poison qui tue et qui enrichit. Et par conséquent, vous avez eu la chance avec Maurice Signolet, je le dis sans aucune flatterie ni flagornerie, hein. Vous avez eu, puisque travaillant depuis, vous l'avez compris, depuis très longtemps, je suis avocat depuis 1973, très tôt, quand je suis arrivé en 1980 avec Biaggi sur la réforme de la justice, j'avais déjà 5 ou 6 ans de relations avec des policiers, des militaires, des magistrats, et ça s'est bien sûr renforcé après 1980. Donc les relations qu'on a évoquées par exemple avec Maurice Signolet, ben, vous avez, moi j'y crois beaucoup, hein, je me suis intéressé aux institutions tout simplement pourquoi? Parce que j'ai d'abord travaillé sur les institutions romaines, sur l'Empire romain, en tant que juriste, avec un certain goût pour les institutions de Rome. Le droit romain, nous sommes le Code civil, notre droit est d'inspiration romaine, chrétienne. Il faut bien insister là-dessus. Croyants ou non croyants, nos institutions, vous revenez aux institutions, elles sont d'essence chrétienne et romaine, premièrement, par rapport au common law et à ce que l'on verra après avec Henri VIII, l'Église anglicane et petit à petit la séparation qui s'est instaurée entre la chrétienté, les chrétiens et ce monde, je dirais, protestant de la finance que l'on a vu arriver aux États-Unis. Et tout ça est lié avec la drogue, vous allez comprendre pourquoi. Par conséquent, lorsque vous avez des hommes politiques, et je peux le citer d'ailleurs, parce que Zemmour, qui nous a intéressés à un moment, puisque nous sommes souverainistes et patriotes, hein, on le revendique, on l'assume, hein, c'est pas une insulte, nous sommes souverainistes et patriotes, souvent les hommes politiques ont dit, mais quoi? La justice, l'indépendance de la justice, vous vous rendez compte?
Rappelez-vous les parlements de l'Ancien Régime. Alors, lorsqu'on vous parle des parlements de l'Ancien Régime, vous avez trois réponses. Premièrement, vous avez affaire à quelqu'un qui est inculte, qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas les parlements de l'Ancien Régime. Et quatrièmement, ou peut-être qu'il est de mauvaise foi. Tout simplement pourquoi? Les empereurs romains interdisaient aux juges d'interpréter la loi. Le roi était le dernier recours du peuple contre les décisions du Parlement. Et la réforme Maupeou sous Louis XV a échoué parce que les parlementaires, on a voulu... Pourquoi le Parlement avait subi ce tel discrédit? Parce que les parlementaires d'Ancien Régime étaient anoblis au bout de 20 ans d'exercice lorsqu'ils avaient été présidents d'un parlement de province, etc. Par conséquent, vous avez eu une révolution française, quelle qu'en soit l'origine, les causes. Dites-vous bien une chose, et bien que je sois intervenu très souvent dans des radios et où j'ai eu des observations que je n'évoquerai pas toujours, mais celle qui m'a le plus intéressé, c'est celle de complot. Il n'y a pas eu de complot, comme pour le Covid, on en parlera tout à l'heure, etc. Il y a eu ce qu'on appelle une convergence d'intérêts. Il ne faut pas confondre. C'est qu'à un moment, c'est comme dans la jungle, les animaux qui s'entre-déchirent, les hyènes, les vautours, les lions, s'ils peuvent s'entretuer, ils s'entretuent. Moi, je regarde souvent, et pour des raisons personnelles que je n'évoquerai pas ici, j'ai été à regarder très souvent les documentaires animaliers sur la jungle. Vous avez la même chose dans la nature humaine. Vous avez un chef de meute, vous avez un lion qui pendant 3-4 ans va régner, et un jour, vous avez d'autres lions qui vont arriver, qui vont prendre sa place. Et le lion va tuer les progénitures de la lionne, parce qu'il veut assurer sa descendance. Et vous avez la même chose dans la nature humaine. Créer une dynastie, une descendance. Et si on est républicain, si on est souverainiste, on est attaché, je dirais, à créer, à mettre en place des institutions qui seront non pas placées au profit d'une monarchie, d'un tyran, d'un dictateur, mais au profit du peuple. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est une définition, une des définitions qui avait été retenue par Abraham Lincoln. La démocratie, c'est ça. Par le peuple, pour le peuple, et c'est le peuple qui doit juger. Au niveau judiciaire, les réformes que nous souhaitons, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y a des professeurs de droit actuellement qui s'y attachent, c'est une institution dans laquelle le peuple, au travers d'une élection, par exemple, du ministre de la Justice au suffrage universel, qui ne ferait pas partie du gouvernement, un conseil supérieur de la magistrature dans lequel il y aurait des élections avec des magistrats et également des citoyens qui voteraient pour certains citoyens, avec un programme de procédure pénale. Et tout cela, effectivement, permettrait d'avoir un pouvoir judiciaire qui ne serait plus une autorité et qui aurait une responsabilité, étant entendu que vous n'aurez jamais un système parfait. Vous n'aurez jamais un système parfait. Nous sommes tous plus ou moins, n'est-ce pas, nul d'entre nous, je le suppose, mais je le souhaite, n'a réalisé dans sa vie un système, une vie parfaite. On a tous des tentations, des perversions, etc. N'entrons pas là-dedans. C'est un problème de proportion. C'est un problème de proportion. On l'évoquait d'ailleurs hier soir avec nos amis, notamment le commissaire Signolet, Patrice Magneron. C'est un problème de proportion. Vous avez eu des personnalités politiques après la guerre qui œuvraient, avaient une ambition politique et qui voulaient s'enrichir, voulaient avoir des privilèges, des avantages. Mais à 80% quand même, ils étaient au service de l'État. Aujourd'hui, c'est le contraire. Vous avez le personnel politique, c'est une possibilité de faire carrière, d'avoir des avantages, des privilèges qui ont été abolis, je le rappelle tout à l'heure. La Révolution française, pourquoi je dis que ce n'est pas un complot? Je ne vais pas citer les ingrédients, je ne vais pas citer les belligérants, je ne vais pas citer les influences. L'Angleterre avait inondé la France de faux assignats. Il y avait l'agiotage, il y avait le tiers-État et le clergé. On s'est approprié les biens du clergé. Ça a été une occasion
d'enrichissement, n'est-ce pas? À chaque fois, vous voyez poindre, et là c'est très important, on va arriver justement au trafic de la drogue, vous voyez poindre déjà à la Révolution française, vous voyez poindre l'argent. C'est-à-dire que l'argent, qui a été le nerf de la guerre dans l'Ancien Régime, Philippe le Bel avec les Templiers, vous avez effectivement les surintendants, moi j'aime bien Azel-Rideau. Azel-Rideau était le seul château d'ailleurs qui n'a pas appartenu à un noble, mais à un surintendant des finances. Mais lorsque les surintendants, on tapait d'ailleurs, les fermiers généraux étaient les ancêtres de l'inspection des finances. Lorsque vous avez des ouvrages de Jauvert, l'inspection des finances, vous avez des fonctionnaires qui émargent à 200, 300 000 euros de revenus par an, avec les primes, etc. C'est dans le livre de Vincent Jauvert. Par conséquent, vous avez toujours eu un souci. Richelieu s'est enrichi, Mazarin s'est enrichi. Mais il y avait le service de l'État français et l'enrichissement personnel au travers des avantages. Ce qu'il faut retenir, et c'est très très important, c'est que la poule et l'œuf. Vous avez un ancêtre de Talleyrand-Périgord qui reproche au roi ses avantages et sa place. Et vous avez le roi, mais il dit, mais qui t'a fait comte? Et Talleyrand-Périgord, il dit, qui t'a fait roi? C'est-à-dire que la noblesse d'épée était fondée, rappelez-vous, et c'est très important. C'est pour ça que le niveau, la sémantique, et ce que rappelait à juste titre le commissaire Signolet tout à l'heure, appelait un chat c'est très important. Une femme, c'est très important. Un homme, c'est très important. Et lorsque j'ai donné des cours à l'Institut de criminologie pendant 8 ans, c'est Xavier Refer, qui écrit souvent des articles, qui est certainement l'une des personnalités qui peut prétendre au titre d'expert, à mon avis, en France. Il n'y en a pas 150, hein. C'est un des seuls. Xavier Refer, il a écrit un article en disant aujourd'hui la sémantique, elle est très importante. On ne parle plus d'un cadavre, on parle d'un corps sans vie. On ne parle plus d'un dealer, d'un trafiquant de drogue, on parle d'un consommateur, comme chez Auchan, comme chez Leclerc. C'est pas innocent. C'est pas innocent. Vous voyez? Et petit à petit, le lavage de cerveau s'effectue et on en arrive au résultat que décrivait tout à l'heure le commissaire Signolet. Par conséquent, dès l'instant où vous avez eu une noblesse d'épée, c'est-à-dire que la noblesse était fondée sur le don du sang, celui qui allait se faire tuer pour le paysan, il protégeait le paysan, toi tu laboures la terre, moi je te protège, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez eu les parlements et vous avez eu ce qu'on appelait la noblesse de robe. Et pourquoi? Parce que ça a été écrit. Avec l'évolution de la société, je ne vais pas évoquer le siècle des Lumières, il y en a qui ne sont pas d'accord, on ne va pas discuter de ça. Il est évident, et là aussi on l'a rappelé, la France était le pays à abattre. C'était le pays à détruire. Pourquoi? À cause de ses institutions d'Ancien Régime, à cause de sa noblesse, de ce qu'elle avait été, à cause de Voltaire, à cause de Montesquieu, à cause de Montaigne, à cause de la Révolution française. Parce que la Révolution française a secoué les monarchies d'Ancien Régime européennes. Elles ont eu peur. À cause de la déclaration de 1789, relisez les 17 articles, et là je suis en désaccord avec certains, mais ce n'est pas très grave, les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme. Je suis désolé de le dire pour certains, mais on pourra en discuter des heures ou des nuits. Hein. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont d'inspiration des évangiles, qu'on le veuille ou non. Alors ensuite, la place de Dieu, le Christ, etc., on ne va pas discuter des heures là-dessus. Mais qu'on le veuille ou non, les 17 articles des droits de l'homme, eh bien la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'égalité des droits. À la naissance, nous sommes tous égaux en droit. La différence, elle s'effectue dans la vie quotidienne, dans votre vie, c'est là où s'effectue la différence. Et on va en arriver effectivement aux institutions, n'est-ce pas, à la justice. Et j'en arrive à la drogue. Pourquoi? J'évoquais tout à l'heure, alors je voudrais quand même faire une aparté, et ça j'y crois beaucoup.
vous avez une aristocratie républicaine. Et l'aristocratie républicaine, qu'on le veuille ou non, vous la trouvez où? Dans l'armée, dans la justice. Dès l'instant où on affaiblit ces institutions, vous tuez l'État, vous détruisez l'État. La définition de l'État, le professeur Burdeau, professeur de droit constitutionnel, l'État et le droit sont consubstantiels l'un de l'autre. Si vous n'avez pas de droit, et le droit est l'émanation de l'application de la loi, c'est l'interprétation par le juge, donc la loi qui appartient qu'au peuple, il n'y a que le peuple qui doit choisir les règles auxquelles il accepte de se soumettre. Très important. Et je me suis aperçu au travers de tous ces colloques, il y a une prise de conscience qui n'existe pas, qu'on le veuille ou non, même si elle n'est pas partagée, qu'elle est discutée, sur Terre, je dis bien sur Terre, ce qui n'empêche pas la croyance en Dieu, en l'au-delà, en une vie encore après la mort. Ça n'empêche pas. En revanche, pendant le parcours sur Terre, qu'on le veuille ou non, vous avez la loi qui va régir les relations humaines, n'est-ce pas? Et cette loi, eh bien, vous êtes souverain, il faut assumer cette souveraineté, c'est-à-dire que la double souveraineté, premièrement, c'est vous qui choisissez la loi et c'est vous qui l'appliquez. Et là, c'est très difficile. Je me suis aperçu au travers des discussions que j'ai depuis quand même bientôt 45 ou 50 ans que l'on a peur de la justice à juste titre. Moi, le premier. Pourquoi? Alors, j'ai eu une révélation à force d'en discuter sur ces sujets, parce que à partir du moment où vous donnez le pouvoir aux autres, un pouvoir judiciaire, vous n'êtes plus le juge de vous-même. Vous cessez d'être le juge de vous-même. Nous avons tous une indulgence à l'égard de nous-mêmes que vous cessez d'avoir dès l'instant où vous êtes jugé par les autres. C'est ce qui nous fait peur dans la justice. D'où, je pense, la nécessité, alors là aussi je suis très complémentaire avec le discours de commissaire Signolet, on a besoin du policier et on a besoin de l'avocat. Pourquoi? Parce qu'on est toujours un très mauvais avocat de soi-même. De la même qu'on est un très mauvais juge de soi-même, on est un très mauvais avocat de soi-même. Il faut qu'on ait quelqu'un d'autre qui soit extérieur, qui puisse défendre votre cause avec ce que disait à juste titre tout à l'heure le commissaire Signolet, le problème de l'acte et de la personnalisation de la peine. Pourquoi j'évoquerai maintenant le problème de la drogue? Tout simplement parce que, vous l'avez compris, déjà à la Révolution française, on a vu poindre le nez de la finance qui allait s'émanciper de cette finance soumise au roi, au prince. Lorsque le prince ne pouvait pas rembourser le banquier disparaissait dans les cachots. Après la Révolution française, vous avez une émancipation de la finance. Et cette émancipation va être accélérée par la City de Londres, laquelle avait déjà créé la Banque d'Angleterre au XVIIe siècle, et l'agiotage, les marchés financiers, les trusts, la fiducie, et le professeur Galbraith, professeur d'économie et de finance aux États-Unis à Harvard, le professeur Galbraith, dans les mensonges de l'économie, avait évoqué la création de la société anonyme. Et vous allez voir pourquoi le lien est en train de s'établir, et nous en sommes là aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est aujourd'hui que ça commence. Quand je dis aujourd'hui, je veux dire début du XXIe siècle. En 1848, en 1860, les Anglais qui prennent la place des Hollandais dans le contrôle de la drogue en Inde s'attaquent à la Chine pour ouvrir des comptoirs en Chine, comptoirs commerciaux. Et comment ils s'attaquent à la Chine? Avec le trafic de l'opium. Prenant le contrôle du trafic de l'opium, ils vont empoisonner les Chinois et les rendre vulnérables à cette drogue, au poison. Et vous en connaissez les conséquences aujourd'hui.
n'est-ce pas? Tout est lié, hein. Ce que décrivait tout à l'heure le commissaire Signolet au niveau de la police, vous le trouvez dans la justice, vous le trouvez dans la politique. C'est une guerre de conquête. C'est tout simplement la guerre de conquête qui a toujours existé depuis l'histoire de l'humanité. La seule chose qui a changé, ce sont les armes et les belligérants. Moi, je l'ai rappelé l'autre soir au prix Falcon. Au cours du prix Falcon, il y avait dans le commissaire... on a fait venir d'ailleurs pour le prix Falcon de 2024, on a fait venir le commissaire divisionnaire Michel Quillet, qui a terminé sa carrière à l'antiterrorisme et au crime-orgue à l'Europe, n'est-ce pas? Michel Quillet a reçu le prix Giovanni Falcone 2023. Et on l'a fait venir l'autre soir, il a pris la parole également, on l'a fait venir pour la remise du prix Falcone 2024 aux côtés du colonel de gendarmerie Florian Manet, spécialiste de la criminalité maritime. Par conséquent, vous avez eu 1860-1848, guerre de l'opium contre la Chine. Vous avez eu la montée en puissance de la finance aux États-Unis, avec une crise financière en 1895. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps, puisque je voudrais quand même que vous ayez le temps de poser des questions. Vous avez eu 1908, nouvelle crise financière. Et vous avez eu surtout, 1913, la création de la Fed. La création de la Fed, la Réserve fédérale américaine, c'est un regroupement de financiers privés, de banquiers privés. C'est-à-dire que les États-Unis sont coiffés au plus haut sommet par des banquiers privés dans lesquels vous avez la Banque d'Angleterre, sous couvert de banques, avec des fonnets, etc. Par conséquent, on peut citer des noms, que ce soit Rockefeller, Morgan, Goldman Sachs, Rothschild, etc. Vous avez des banquiers privés qui contrôlent la finance et qui font marcher la planche à billets. Bien. Et en dessous, vous avez le complexe militaro-industriel, vous avez les services spéciaux, la NSA, la CIA, et vous avez en Angleterre ce qu'on appelle MI6, n'est-ce pas, les services spéciaux anglais. Vous avez le Mossad en Israël. En France, vous avez ce qui a été le SDEC, devenu la DGSE, n'est-ce pas? En Russie, vous avez les services que vous connaissez, qui sont aujourd'hui le KGB et le FSB. En Chine, etc. La particularité de ces services spéciaux, par nature, c'est l'absence de transparence, le caractère souterrain. Or, depuis 50 ans, avec certaines personnes, je ne suis pas tout seul, nous travaillons sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a une guerre conventionnelle avec des drones, la bombe atomique, les chars, les avions, etc. Mais vous avez une guerre souterraine. Vous avez une guerre souterraine et c'est elle qui a gagné au XXIe siècle. C'est elle qui a gagné. C'est la guerre non conventionnelle. Et dans cette guerre non conventionnelle, vous avez, Boutros-Ghali l'avait dit, d'ailleurs Boutros-Ghali, l'ONU n'est plus représentative des forces en présence sur la planète. Et vous avez un article que j'ai là, d'ailleurs, tiens, je l'ai là d'ailleurs. Vous voyez, Le Monde diplomatique, avril 2000, État, mafia et multinationales comme larrons en foire. C'est un article que je donnais à mes étudiants qui résume tout. Il résume tout. La souveraineté, on l'a perdue au profit de, effectivement, et là on l'a rappelé tout à l'heure, la mondialisation, la globalisation, la finance, n'est-ce pas, ont acheté des hommes politiques et les organisations criminelles, vous prenez Al Capone en 1920 avec la prohibition, eh bien la troisième génération d'Al Capone, ils ont fait Harvard, ils sont banquiers. Ils ont pénétré dans certains laboratoires pharmaceutiques que je ne citerai pas, qu'ils contrôlent. Et la meilleure définition de la mafia, c'est créer le besoin pour en tirer profit. Et dès l'instant, je citais tout à l'heure un philosophe du XVIIIe siècle, je crois, italien, Beccaria, ce qui compte, ce n'est pas la rigueur de la peine, c'est la certitude de son application. Et ce que vous a décrit tout à l'heure le commissaire Signolet, c'est qu'il en France, il n'y a plus de certitude et il n'y a plus de rigueur. Le petit délinquant, hein, moi j'ai assisté une fois, j'ai été volontaire aux commissions d'office étant avocat essentiellement d'entreprise, lorsque j'étais jeune avocat, j'étais volontaire pour les commissions d'office pour aller dans les prisons.
Donc j'ai fait du pénal au travers, et après j'étais dans des très grands dossiers que je ne citerai pas, d'affaires financières. Toujours est-il que ce qui s'est passé, moi j'ai assisté dans des prisons pour mineurs, le tribunal des mineurs au palais de justice. Vous aviez un magistrat qui citait les condamnations, les 30 condamnations ou les 25 condamnations d'un jeune délinquant. Et j'ai assisté une seule fois, n'est-ce pas, et ça c'est assez impressionnant. Vous aviez le jeune qui arrivait, mais c'était là, vous vous rendez compte, il y a 35-40 ans. Ça existerait aujourd'hui, on n'en serait pas là. Il y a 35-40 ans, j'ai assisté à un jeune qui arrive à la barre. Le magistrat cite les condamnations. Et à un moment, j'entends, garde, vous avez les gardes républicains qui sont au fond de la salle, qui se rapprochent du jeune. Et j'ai assisté à un jeune auquel on passait des bracelets et qui allait en prison. C'est-à-dire que le magistrat avait dit, maintenant ça suffit. Admonestation, sursis, t'as pas compris. Ben, tu vas comprendre. Voilà. C'est assez impressionnant. Hein. Je l'ai assisté 2 fois. Une fois en province, mais là c'était un adulte. Garde, c'était très impressionnant. Le commissaire Signolet vous le dira. On arrive libre, il arrive libre parce qu'il pensait, bon, allez, une fois de plus, garde, et il repart en prison. Alors là, la grande différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la case prison au Baumette, c'est le diplôme. Sortez avec un diplôme, vous voyez. Vous avez les portables, vous avez ce qu'on appelle les matons, les gardiens de prison. Là, on tire, on les menace. Là, il y a eu des menaces ces jours-ci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau des citoyens. Ce n'est pas à moi de dire quelles sont les sanctions. Nous, on a nos idées. Nous sommes pour le pouvoir judiciaire. Nous sommes pour que les policiers, les militaires, les juges soient beaucoup mieux rémunérés. Ils ont un salaire de misère par rapport aux tâches et aux causes qu'ils doivent défendre, aux citoyens qu'ils doivent défendre. Il y a une disproportion totale. Vous avez, et c'est voulu, c'est volontaire, et ça vient d'en haut. C'est-à-dire que le pouvoir politique, depuis 40 années, eh bien, a été dévoyé. Pourquoi? Parce que les avantages qu'on leur donne et l'influence, les pressions qui sont exercées au niveau européen. Je vais vous donner un exemple. Des magistrats m'ont averti en 2014, on est en train d'introduire dans le calcul du PIB des États membres de la communauté européenne le trafic de la drogue. J'ai dit, c'est terminé. C'est terminé. Vous savez qui dirige? Bien. Les organisations criminelles, elles appliquent le principe de Beccaria. La certitude de la peine et la rigueur de son application. Tu choisis l'or ou le plomb. On a tué Jules Falcone le 23 mai 92. 2 mois plus tard, explosait dans une voiture qui a explosé Paolo Borsellino. L'affiche du prix Falcone, que l'on affiche tous les ans à la remise du prix, vous avez une liste de tous les magistrats, policiers, le général Delachiese, journalistes qui ont été assassinés par des organisations criminelles, notamment en Italie. Et c'est en France, on a tué le juge Renaud, à Lyon. Et ensuite, on a sali son nom, parce que la mafia, elle tue 2 fois. Elle assassine et elle discrédite. Ça calme les consciences. Vous voyez? Ah, mais vous ne devez pas être très clair. Vous voyez? Comme ça. Les ripoux, les policiers ripoux. Moi, j'adore le film Les ripoux avec Thierry Lhermitte et Noiret. Ben, la tentation. Vous avez à Marseille, moi je donnais ça à mes étudiants, vous avez un article dans Marseille, un article de presse. Les policiers des stupes, ils disaient, mais vous avez un jeune de 16-17 ans, il a 5 à 10 000 euros par mois en espèces. Vous allez l'envoyer en usine? Donc, simplement, c'est pas du prosélytisme. Il ne s'agit pas de partir sabre au clair. On est mort. Mais simplement de réfléchir au type de société que nous voulons, n'est-ce pas? Et, je le répète, le trafic de la drogue a été le meilleur moyen d'empoisonner une population, de banaliser. La drogue est un poison. On l'évoquait hier soir. Moi, les policiers avec lesquels je suis en relation, mais ils l'ont dit depuis très longtemps. Le THC, qui est le produit addictif dans la cannabis, n'est-ce pas? Dosé à 10-12%,
lorsqu'il est en vente libre dans ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment, le truc shop, là, je sais Coffee pas, shop. Comment ça s'appelle? Coffee shop. Coffee shop, d'accord. Enfin bon, pas très. Moi, je suis pour le français, pas pour l'anglais. Enfin bon, toujours est-il, j'en ai assez de voir des trucs en anglais. Et toujours est-il que, eh bien, les dealers, ils venaient à côté des magasins où on vendait de la drogue à 10 ou 12%, avec de la drogue à 25-30%. Alors, je ne vous dis pas ensuite l'héroïne, le cannabis, la cocaïne, etc. Vous détruisez le cerveau. Un jeune de 14-15 ans qui a pris du cannabis, il a des séquelles neurologiques. Alors, étant donné que nous avons une inégalité face à toutes les formes de psychotropes et l'alcool, moi je sais que si je bois 2 verres de vin, je m'endors. Bien, vous avez des personnes qui vont boire un quart de litre ou un demi-litre et ça leur fait rien. C'est un problème. On a une culture par rapport à l'alcool, par rapport à la bière, par rapport au vin, etc., qui n'est pas la même que par rapport aux psychotropes comme les drogues, comme la cocaïne. C'est totalement différent. Bien. Mais moi en Corse, dans les villages, moi j'avais quelqu'un, je me souviens lorsque j'étais enfant, il y avait un ermite qui dormait de ferme en ferme, qui allait de maison en maison, et il avait une dame Jeanne d'eau-de-vie sur le dos. Eh bien, il n'était jamais malade. Il n'était jamais malade. Moi, j'ai connu. Et lorsqu'il a fini sa vie chez les bonnes sœurs à Ajaccio, pour qu'il aille à la messe, on lui donnait son petit verre d'eau-de-vie. Voilà. Je veux dire que c'est ça notre culture. Ce que disait tout à l'heure le commissaire, eh bien, nous sommes attachés à cette culture, et etc. Donc, au niveau des questions, je suis désolé, j'ai un peu dérivé par rapport à la drogue, mais la drogue, aujourd'hui, a été une arme de destruction, comme l'a été le Covid. Le Covid, on le sait aujourd'hui, est une arme biologique qui a été fabriquée, n'est-ce pas, par différents, je ne dirais pas par qui, mais vous le savez, plus ou moins. Et c'est une arme biologique qui a été créée pour tuer, n'est-ce pas? Et avec en plus l'avantage, comme la drogue d'ailleurs, pour appeler un vaccin qui n'est pas un vaccin, puisque les ARN ne sont pas un vaccin, comme vous le savez, et qui ont des effets délétères et parfois des effets létaux, c'est-à-dire il y a un effet létal pour l'immunologie de certaines personnes, n'est-ce pas? Et à savoir que la protéine spike atteint les neurones, et pour l'avoir vécu malheureusement autour de moi, effectivement, vous avez eu ou des séquelles très très graves, et d'ailleurs il y a un article qui vient de sortir en disant, paraît-il, je n'en sais rien, aux États-Unis, parce que là il faut le reconnaître, c'est aux États-Unis qu'actuellement est en train de se faire le ménage, à savoir que l'ARN messager dans les vaccins va provoquer, paraît-il, un recul de l'espérance de vie de l'ordre de 20 à 30 ans, paraît-il. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, n'est-ce pas? Mais je travaille pour des raisons personnelles avec des militaires et avec des médecins sur ces sujets-là. Et il faut faire entrer le trafic de la drogue et le Covid, c'est une arme biologique. C'est exactement une arme biologique. Et d'ailleurs, aux États-Unis, je terminerai là-dessus. À l'époque, aux États-Unis, il y avait un secrétaire d'État qui avait indiqué la légalisation du cannabis, c'est un génocide. Alors, on vous a écouté du début à la fin. C'est gentil. Ah oui, du début à la fin. Sincèrement, c'est ce que nous pensons, du début à la fin. Par contre, la drogue, ben, ça rapporte. L'État a quand même toujours laissé faire. De temps en temps, on fait des petites... on envoie, mais la drogue, ça rapporte. Voilà. Depuis la nuit des temps. Par contre, en France, nous savons, ils ne sont pas assez punis non plus. Ils ne sont pas assez punis. Ça, c'est pas de maintenant non plus. Par contre, le Covid, c'est pareil. Le Covid, Big Pharma, ça rapporte, on pique, on s'en fout du reste. Il y a bien quand même une arme biologique, certes, mais nous, on a dit dès le départ, c'est une arme de guerre. Parce qu'on touche à l'humain, à l'individu. Donc maintenant, tout ça, on l'entend partout. Mais partout, on n'entend que ça. Nous, d'ailleurs, on est sur le terrain en permanence. Maintenant, je vais vous dire, ras-le-bol. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est du concret. C'est agir. C'est se dire stop. Il faut qu'on prenne les choses en main entre les citoyens. On doit se faire respecter. Parce que là, ils sont encore en train de préparer une autre pandémie. Ils ont commandé les vaccins. Donc stop maintenant. L'Europe, c'est une mafia. On aurait fallu faire une Europe souveraine, des nations, mais pas l'Europe qu'ils ont fait, eux. Pas du tout.
C'est une honte, même. C'est une honte. En plus, il faut vraiment, nous, c'est ce qu'on fait tout le temps, on va dire, on informe les gens, on fait des tracts en permanence et nous informons. Là, les Gilets jaunes, c'est ce qu'ils font. C'est des petits soldats. Donc maintenant, on veut se réunir avec plusieurs personnes pour que le peuple enfin, recouvre sa souveraineté. Voilà. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, parce que je craignais d'être un peu trop long. En 1980, je travaille depuis 1980 sur le pouvoir judiciaire, mais le complément au pouvoir judiciaire, je pourrais adresser, et Patrice le sait très bien, je diffuse des articles, j'ai adhéré à l'association d'Yvan Blot pour introduire en France la démocratie directe en 1989. Et à la suite du décès d'Yvan Blot en octobre 2018, je suis vice-président de l'association sur la démocratie directe en France, c'est-à-dire que ça rejoint votre préoccupation, c'est-à-dire que depuis 1989, et je n'ai aucune prétention, attention, hein, à la suite des Gilets jaunes, nous avons vu poindre, je ne vais pas les citer, 4 ou 5, j'étais à Tain-l'Hermitage la semaine dernière pour rencontrer des associations qui travaillent sur le RIC constituant, la démocratie directe, etc. Je suis allé les écouter, je ne suis pas intervenu d'ailleurs, je les écoutais, ça m'intéressait, mais nous, depuis 1989, et j'avais fait venir à l'époque de Suisse des ouvrages pour adapter la démocratie directe aux institutions françaises, nous travaillons sur la démocratie directe qui est complémentaire de la justice. C'est-à-dire que les lois doivent émaner du peuple, des citoyens. Il faut que la votation permette d'avoir, admettons, 500 000 signatures. Si vous arrivez à proposer une loi avec 500 000 signatures, elle doit être soumise au vote. Alors ensuite, je n'entre pas dans la déclinaison de toutes les difficultés que nous rencontrons, parce que j'ai constaté que parmi tous les mouvements qui sont pour la démocratie directe, pour le RIC, on passe plus de temps à discuter, je dirais, des détails que d'aller à l'essentiel. Et ce qui fait qu'aucun de ces personnes, aujourd'hui, vous n'avez aucun mouvement en France, et c'est ce que nous essayons d'ailleurs, grâce à Patrice, de créer, puisque moi j'avais écrit un article dans Place d'Armes, et je suis intervenu également dans différents colloques, nous essayons de réunir aujourd'hui des personnalités de toute génération, qui pourraient porter, à l'occasion des élections, qu'elles soient municipales ou nationales, comme projet la souveraineté de la France. Ce qui suppose la souveraineté de la France suppose deux choses. La démocratie directe, c'est-à-dire que c'est vous qui proposez les lois, et la réforme de la justice, c'est vous qui respectez et qui faites respecter leur application. Un point, c'est tout. Ce sont les deux critères fondamentaux, la loi et la justice, pour que la France et les Français, surtout les Français, obtiennent ou parviennent à la souveraineté. Aujourd'hui, la France n'a jamais été une démocratie. N'a jamais été. La représentativité l'en a privé. Yvan Blot avait écrit deux ouvrages fondamentaux, il y a 25-30 ans. La démocratie confisquée, à cause de la représentativité, et il avait écrit un autre ouvrage, L'Europe colonisée. Ça résume tout. Est-ce qu'il y a des questions? Sur la drogue, moi, un pays qui me paraît intéressant, c'est je vais y arriver, Bukele. C'est le Salvador. A priori, il a quand même changé un peu les règles du jeu là-bas. Parce qu'on se dit en Europe, j'ai l'impression qu'on a perdu le contrôle, aux États-Unis aussi, avec le fentanyl. J'ai vécu quelques temps aux États-Unis. Ça se promène dans des villes comme Philadelphie ou même Vancouver au Canada. C'est une tristesse inouïe, quoi. Et pourtant, Bukele, donc au Salvador, est arrivé à changer la donne. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer de ça? Ce que vous dites est d'autant plus exact que, vous voyez, on n'est pas intelligent tout seul. Enfin, je veux dire, tout à l'heure, moi j'ai évoqué tout à l'heure la guerre non conventionnelle. J'ai évoqué l'arme. Pardon, excusez-moi. J'ai évoqué tout à l'heure la guerre non conventionnelle et certaines personnes dans la salle, à juste titre, l'arme biologique. La drogue est une arme. C'est une arme de destruction plus que massive. Bon.
Le Covid, c'est une arme biologique. Bien. Et par conséquent, qui dit arme, dit guerre. C'est-à-dire qu'on est passé, et là j'ai la question que j'ai posée l'autre soir à l'occasion du prix Falcon, à quel moment passe-t-on, et c'est dommage, je l'ai dit d'ailleurs à Maurice Signolet, à quel moment passe-t-on, le curseur passe de la criminalité à la guerre. Et ce que vous décrivez actuellement aux États-Unis, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les États-Unis ont eu besoin, vous savez qu'à la suite de la crise de 2008, les cartels ont renfloué les caisses des banques. Et les banques qui ont été renflouées, il y a eu des centaines de milliards de dollars qui ont renfloué des banques américaines, et il y a eu uniquement comment dire, pas des, excusez-moi, je cherche le terme, des amendes qui ont été des pénalités ou des amendes, mais ridicules. Bon, la plus célèbre, c'était l'affaire Wachovia. Bon. Et par conséquent, nous sommes entrés, et quand je disais que depuis le début du XXIe siècle, et notamment aujourd'hui, la réflexion, elle est chez vous. C'est-à-dire qu'il faut que dans vos familles, au niveau de vos enfants, de vos petits-enfants, ils prennent conscience que nous sommes, alors pour la France, un pays qui est vaincu, qui est vassalisé, qui n'est plus maître de ses lois, qui n'est plus maître de sa justice, et par conséquent, nous supposons, et notamment grâce à Patrice Magneron et à d'autres qui organisent ces colloques, il y a un travail d'information, il y a un travail d'échange. L'exemple que vous donniez aujourd'hui du Salvador, ce sont des méthodes de guerre qui ont été utilisées. C'est-à-dire que vous avez besoin, pour lutter contre les formes de criminalité organisée et contre le trafic de la drogue, vous avez besoin, et moi c'est ce que je prône, d'allier l'armée, la police et les juges qui doivent travailler de concert. C'est-à-dire que la moindre menace contre un policier, un gardien de prison, un juge, doit être très sévèrement sanctionnée. Alors vous avez deux types de sanctions. Vous avez un ouvrage qui a été écrit par un journaliste israélien, Lève-toi et tue le premier. Ce sont les assassinats ciblés du Mossad. Vous savez que la CIA, les services spéciaux, ont recours aux assassinats. Vous avez les organisations criminelles, c'est ce qu'elles font. Elles assassinent en toute impunité. Bien. Donc, la menace de l'assassinat, la Convention de Palerme, qui a été mise en vigueur en 2003, à la suite, par les Nations Unies, à la suite de l'assassinat du juge Falcon, donne 5 définitions des organisations criminelles transnationales. Et parmi lesquelles, vous avez d'abord la durée de cette organisation, et vous avez l'intimidation. C'est-à-dire que l'intimidation, la seule menace d'être assassiné, vous fait réfléchir à ce que vous allez faire, ce qui est tout à fait humain. Mais, ce qui est très important, et je l'avais dit l'autre soir, les mafias font partie des organisations criminelles transnationales, mais toutes les organisations criminelles transnationales ne sont pas des mafias. C'est-à-dire que les organisations criminelles de type mafia ont une existence de 100 ans et parfois 200 ans. Les yakuza japonais, les triades chinoises, les grandes organisations criminelles italiennes, elles ont 200 ans d'existence. Et même plus, puisque ceux qui travaillent sur la mafia, par exemple, vous disent les vêpres siciliennes, l'opéra Les Vêpres siciliennes, c'était les organisations de résistance contre l'occupation normande, l'occupation française, lorsque les Français ont occupé la Sicile. Ensuite, vous avez, au XIXe siècle, la révolte des paysans contre la noblesse sicilienne. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un mouvement de résistance idéologique, et ensuite, vous avez le dévoiement vers un système mafieux. C'est-à-dire que celui qui prend le pouvoir contre le pouvoir en place, un jour, il encourt le risque de devenir lui-même un pouvoir criminel. Et ça, c'est un cycle qui se répète dans l'histoire. Vous voyez ? D'où l'intérêt des institutions et des contre-pouvoirs. C'est bien sous Pinochet qu'il y a eu aussi des escadrons de la mort pour des... Au Brésil. Oui, dans les favelas. Oui, dans les favelas au Brésil, il y avait l'escadron de la mort.
Oui, je dirais que, alors, pourquoi la réflexion également, aussi bien au Brésil qu'en Équateur ou au Salvador, pourquoi cette réflexion est très importante? Tout à l'heure, Boris Signolet l'évoquait, la généalogie. Giovanni Falcone, dans l'ouvrage qui lui a été consacré par Marcel Padovani, Cosa Nostra, disait « On ne peut appréhender le phénomène mafieux, notamment en Sicile, que d'une façon anthropologique. » C'est-à-dire que la crainte que nous pouvons avoir, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire que les escadrons de la mort, comme l'élimination systématique, plus ou moins, c'est là où il faut trouver un équilibre qui n'est pas facile, attention, entre le juge, la loi et la sanction. La suppression de la peine de mort, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un ouvrage qui est sorti récemment sur la peine de mort, avec le rappel, bien sûr, à l'abolition avec Badinter, et Casamayor, qui est un magistrat qui a beaucoup travaillé sur la justice, évoquait une exécution capitale, et évoquait, ce qui est sans doute la réalité, d'abord, premièrement, les personnes qui allaient voir une exécution capitale, comme à l'époque de la Révolution, par le goût, on a tous plus ou moins, non pas une perversion, des perversions, etc. Mais je veux dire, je ne discute pas de cela. Je veux dire que certains peuvent être attirés, comme les films d'horreur. Bon, moi, je n'ai aucun goût pour les films d'horreur, je dirais. Mais ce que je veux dire, certains peuvent être attirés par le goût du sang, par le côté fantasmagorique, etc. Premièrement. Par conséquent, la peine capitale a été supprimée, à juste titre, avec tout ce qu'elle emporte. En revanche, on n'a pas remplacé cette peine, qui peut être très dissuasive si elle est appliquée de façon très rigoureuse, on n'a pas remplacé cette peine par une institution. Le rôle des institutions, c'est d'être incitative vers le bien et dissuasive contre le mal. Vous voyez ? C'est là où on a besoin de votre réflexion, à vous tous, où nous travaillons sur la justice et sur la démocratie directe. Bien. Et par conséquent, lorsque vous avez des organisations criminelles qui, en toute impunité, regardez ce qui s'est passé en France depuis quelques années, peuvent assassiner avec, premièrement, elles s'enfuient, il faut d'abord les rattraper. Donc il faut qu'il y ait des échanges avec les pays étrangers sur l'extradition, ce qui n'est pas évident, premièrement. Il faut arriver à les rattraper, il faut arriver à les faire condamner. Lorsqu'elles sont condamnées, est-ce qu'elles seront les peines incompressibles, etc. Donc vous n'avez pas aujourd'hui des peines et des sanctions qui soient à la mesure de la gravité des crimes qui sont commis. Et en Italie, vous avez un rapport de 1 à 5 entre la confiscation. En Italie, vous avez un système de confiscation qui est assez efficace. On confisque les biens des organisations mafieuses que l'on réaffecte, par exemple, à des écoles, à des maisons de retraite, etc. Vous voyez ? En France, la confiscation est à un rapport par rapport à l'Italie de 1 à 5. Et alors, ce qui est beaucoup plus grave, et là, c'est le sujet qui devient d'actualité, c'est le caractère intouchable par conséquent des banques et de la finance. Parce qu'en réalité, le trafic de la drogue n'aurait pas atteint un tel niveau s'il n'y avait pas la complicité des banques et des financiers. Voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui, certains travaillent, notamment dans le cadre du prix Falcone, avec des policiers, avec des magistrats, avec la cybercriminalité. C'est au niveau de la finance que vous trouvez effectivement le blanchiment de l'argent de la drogue qui est blanchi sur les places financières, aussi bien à New York qu'à la City. Et c'est cet argent, si vous voulez, qui permet d'acheter des entreprises françaises, d'acheter des hommes politiques et de les mettre en place, tout simplement. Est-ce que je peux vous dire quelque chose en allemand ici? Parce que la langue française, c'est trop dur pour moi. J'ai une bonne traductrice ici. C'est moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ich glaube, dass wir uns im letzten großen Krieg der Menschheit befinden. On se trouve pendant la guerre. Nous sommes dans la guerre de l'humanité. Und das ist der Krieg gegen den menschlichen Geist. Et c'est une guerre contre l'esprit de l'humanité, l'esprit.
contre l'esprit l'humanitaire. Oui, ce que vous résumez, excusez-moi, dites-moi si j'ai bien compris, c'est une guerre contre l'humanité, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des êtres humains de chair et de sang qui sont des humanistes, qui croient au bien, etc. Et vous avez une guerre de conquête menée, comme ça a toujours existé, attention, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, vous avez toujours le recours à la barbarie, à la violence et à la guerre pour conquérir les richesses ou rendre en esclavage les vaincus. C'est une guerre contre, c'est pour détruire l'âme humaine. Alors, c'est également, vous avez raison, c'est la discussion qu'on avait hier soir, il y a un caractère religieux. Il y a un caractère religieux. Pardon, Ich oui. wollte nur sagen, dass alles andere Nebenkriegsschauplätze sind, dass es aber am Ende den menschlichen Geist geht. Das ist der Krieg. Oui. Ja, klar. Voilà. Ja. C'est ça, oui. C'est- Alles andere, also die Banken, die Mafia etc., das sind Nebenkriegsschauplätze. Es geht um uns, um den Menschen. Oui, Ja? Et ça c'est le problème. Hein? oui, c'est pour la destruction des peuples, de l'âme des peuples Ja, et des nations aussi. ja, und das ist genau das, was Churchill gesagt hat vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja? Hat er gesagt, wir kämpfen nicht gegen die Deutschen. Wir wollen nicht Deutschland zerstören. Wir wollen den deutschen Geist zerstören. Bon, alors il dit, il fait appel à ce qu'a dit Churchill avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, nous ne sommes pas contre les Allemands, c'est ça, Détruire l'Allemagne. mais nous, Détruire mais nous voulons détruire l'esprit allemand. Oui, Tout à fait, oui. Ja, ça veut dire on veut détruire l'esprit de tout le monde. Hein, et les cultures, des cultures. Et on veut détruire toutes les cultures. Ja. Toutes les... Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Si on fait une métaphore, une allégorie avec la médecine, le corps social, c'est un corps humain. Et l'immunité du corps social, c'est sa religion, sa culture, son histoire. L'histoire d'un peuple dépend de sa géographie, dépend des montagnes, de la mer, etc. Et là où vous avez parfaitement raison, c'est que la tentation d'un pouvoir mondial doit commencer à détruire l'âme, la culture de chaque peuple. Chaque peuple qui perd sa culture, qui perd ses défenses immunitaires, devient vulnérable par rapport à l'ennemi, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, la grille de lecture, c'est beaucoup simplifié. On peut résumer. La drogue a été l'arme universelle. La drogue a été l'arme universelle de destruction massive au profit de la finance mondiale. Dans cette finance, vous n'avez pas que les Anglais, vous n'avez pas que les Américains. Vous avez une finance qui est contrôlée par certaines personnalités de chair et de sang et qui veulent avoir un contrôle sur toute l'économie de la planète. Et qui veulent conquérir les richesses de chaque pays. La richesse, c'est l'âme. Oui, la richesse. Là, Mais en plus, on a un problème ici en Europe, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'est pas souverän. Wir sind ein besetztes Land, besetzt von Amerika, von den USA. Ja? Und aufgrund dessen haben wir nichts, aber auch gar nichts selbst zu entscheiden. L'Allemagne ne peut pas décider elle-même parce qu'elle est occupée par l'Amérique. Oui. Maintenant, il peut y avoir une transformation avec Trump, je pense. mais là madame, vous pouvez le dire à votre ami, vous pouvez le dire. Là, nous avons une cause totale. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la culture allemande, puisque effectivement, l'Europe, c'est la culture allemande, la musique classique que j'adore, les penseurs allemands, Kant. Enfin, je veux dire,
j'ai toujours travaillé, bien que n'étant pas, effectivement, ne parlant pas allemand, je me suis passionné pour l'histoire de l'Allemagne, comme pour l'histoire de l'Italie, et la France est le creuset de tout cela. La France a réuni dans tout cela. Et ce que vous dites, effectivement, c'est que l'Allemagne, comme la Belgique, moi j'ai une journaliste belge est venue récemment s'intéressant à nos travaux, nous a expliqué que le système SWIFT, vous savez que le système SWIFT qui a été mis en place après le 11 septembre contrôle toute l'économie et les échanges financiers du monde entier. Et le SWIFT est en Belgique. Et cette journaliste belge m'a indiqué, la Belgique est une colonie américaine. Bien, et l'Allemagne également, mais l'Europe tout simplement, est placée, et je fais toujours la distinction pour ce qui me concerne, je fais toujours la distinction entre la Fed, la finance anglo-saxonne, anglo-américaine, les Américains et les institutions. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, il ne faut plus parler des Américains, il faut parler de la finance internationale, effectivement, qui contrôle les États-Unis et qui contrôle l'Europe. Genau, ja.